Et on commence par le président de la République, carrément, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui reçoit demain à l'Élysée près de 500 scientifiques, des chercheurs, des start-upers pour officialiser le lancement de son Conseil national de la science, un organisme qui aura pour mission de réfléchir aux grandes innovations de demain. Alors il y a 11 scientifiques, je ne vais pas vous donner les noms des 11 ce soir, mais il y a beaucoup de chercheurs, d'éminents professeurs dans tous les domaines. A priori ça paraît bien, mais il y a quand même quelqu'un, et j'ai lu ça dans le Parisien ce matin, qui dit bah voilà encore un machin, on appelle ça un machin, ou même un comité Théodule, c'est le général de Gaulle. Là, je parle aux plus anciens qui nous regardent, qui en 1963 avait parlé de comité Théodule, c'est-à-dire un comité où on réunit des gens, puis ça sert à rien, ça ne fait là encore finalement que retarder le problème. Est-ce qu'un tel comité, ça sert vraiment à quelque chose ou à rien, comme le pensait le général de Gaulle à l'époque? Je ne suis pas d'accord, je trouve que c'est plutôt une belle idée de lancer la recherche en France qui est à la traîne. Et les chercheurs qui se sentent complètement abandonnés, maltraités, mal payés aussi. Donc, faire un plan d'anticipation jusqu'en 2030, moi, je trouve que c'est plutôt une belle idée. Mais il faut que ça suive. Et effectivement, il ne faut pas que ça s'arrête au comité Théodule. Oui, parce que ce n'est pas le seul comité. Hein. Monsieur Macron, on a créé pas mal des conseils et des comités depuis. Je pense qu'en matière de recherche et de science, il s'avère qu'on est dans une période qui évolue énormément, d'intelligence artificielle, de recherche en médecine. Oui, je crois que c'est une belle idée. Il y a eu pas mal de comités d'experts, une dizaine depuis que M. Macron est président de la République, le Haut Conseil pour le climat, le Conseil scientifique au moment du Covid, évidemment on s'en souvient, et depuis aussi le Conseil national de la planification écologique. Un bon conseil, méfie-toi des bons conseils. Oui, mais après, sincèrement, je préfère quand le président de la République prend conseil auprès de grands scientifiques plutôt que d'un certain humoriste qui lui préconise d'aller à la marche contre l'antisémitisme. Ça, c'est un comité Théodule c'est un comité Théodule à une personne. Non, moi, je trouve que se réunir avec des gens intelligents, en général, c'est plutôt intelligent. Heureusement, c'est pas sur les mêmes sujets. Louis Morin. Qui prend conseil auprès de Yacine Bellatar. Oui. Non, pour le coup, s'il y a bien un conseil qui est utile, c'est bien celui-là. Je pense qu'il pourrait supprimer tous les autres. Celui-là, c'est celui qui est le plus important. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement celui qui va positionner la France sur des sujets d'avenir. Aujourd'hui, la France a besoin de croissance, plus que jamais. Et pour avoir une croissance économique, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de l'innovation et de l'innovation scientifique. Et donc, c'est tout à fait normal aujourd'hui de commencer à s'intéresser à ces sujets-là, d'autant que les États-Unis ont déjà leur conseil similaire et le Royaume-Uni également. J'ai retrouvé la phrase du général de Gaulle, c'était en 1963, je naissais. C'était en 1963 dans le Vaucluse, à Avignon. Le général parlait de lui un peu comme Alain Delon aujourd'hui, à la troisième personne quand même, le général de Gaulle. Et il disait, le général de Gaulle, c'est lui qui parle, hein. Le général de Gaulle n'écoute pas ce que peuvent penser le comité Gustave, le comité Théodule ou le comité Hippolyte. L'essentiel pour le général de Gaulle, c'est toujours lui qui parle. Le président de la France, c'est ce qui est utile au peuple français. Et alors, je sais pas pourquoi on a gardé On a retenu que Théodule. On a gardé que Théodule, peut-être pour la rime. C'est un prénom qui sonne bien. Mais en tout cas, Hippolyte et Gustave, on les a oubliés. Autre visage, le deuxième de notre trombinoscope, le visage d'un sultan, le sultan Al-Jaber. C'est le président émirati de la COP28 à Dubaï, Laurent. Et voilà, effectivement, on sait que Madame Hidalgo, on s'en est moqué hier. Certains, alors là, lui ont reproché d'être sur place à Dubaï pendant qu'il y avait un attentat à Paris. Là, elle avait quand même une bonne raison. Oui. C'était la conférence sur le climat. On ne peut pas toujours attaquer Madame Hidalgo. En revanche, on peut éventuellement attaquer effectivement le sultan Al-Jaber, qui est plein de contradictions, qui dirige quand même une compagnie pétrolière. Je voudrais juste vous montrer d'ailleurs un dessin et après je vous fais réagir à cette COP 28 parce qu'elle est quand même incroyable. Regardez ce dessin de Dilemme. Les Émirats, un pays à la pointe de l'écologie. Nous sommes pour une économie verte et on voit évidemment beaucoup de dollars tomber. Comme vous disiez, il n'est pas à une contradiction près. Non seulement il est à la tête d'une compagnie pétrolière, mais en plus il est dans le déni sur les prédictions, les projections scientifiques. Hein. Il nie complètement l'augmentation de 1 ou 2 degrés. C'est un climato-sceptique. C'est un climato-sceptique. C'est pas mal pour un président de la COP28. Donc voilà, en plus, ils vont même pas... Louis Morin. On est en train de décrédibiliser totalement la COP, mais même toutes les COP. En réalité, quelle idée déjà d'avoir organisé la COP dans un désert aménagé. Voilà, Dubaï, c'est un désert qu'on a aménagé au cours des 50 dernières années. Je veux dire, ça n'a aucune cohérence symbolique. Ensuite, effectivement, d'avoir nommé comme président de cette COP un sultan qui est par ailleurs patron d'une compagnie pétrolière, là aussi, symboliquement.
symboliquement, c'est insensé. On croirait c'est insultant, mais en 2 mots, en un seul mot. On croirait presque à une mauvaise blague, pour le coup. Et enfin, ce qu'il faut quand même dire, c'est que si on voulait dégoûter les Français des questions écologiques, on ferait pas mieux. Parce que pendant le même temps, ici en France, on prend des mesures toujours plus restrictives sur le plan écologique. On interdit, par exemple, les terrasses chauffées. On demande des efforts aux Français de manière systématique et sur tous les sujets. Et dans le même temps, vous avez ce type d'événement qui est organisé effectivement à l'autre bout du monde dans des pays qui ne respectent absolument pas les règles en vigueur. On passe au visage suivant. Taylor Swift, et oui, dans notre trombinoscope. Mais oui, une chanteuse américaine star de la pop qui a été désignée personnalité de l'année 2023 du magazine américain Time ce mercredi. Voilà ce que dit le rédacteur en chef. Une grande partie de ce que Taylor Swift a accompli en 2023 est incommensurable. Elle s'est engagée pour donner de la valeur aux rêves, aux sentiments et aux expériences des gens, en particulier des femmes qui se sentaient négligées et régulièrement sous-estimées. Vous la connaissiez, vous, Taylor Swift ? Je la connaissais de nom, évidemment, pas tant que ça, parce qu'elle a un peu de mal par rapport à d'autres grandes chanteuses américaines à s'imposer chez nous en France. Ça marche un peu mieux ces dernières années pour elle. Franchement, je vous assure que oui, elle est bien. Elle est bien. Il faut se mettre à la page. Non, je vous jure, Julie, je vous jure, elle a mis beaucoup de temps. Elle a mis beaucoup de temps par rapport à Beyoncé, par rapport à d'autres, parce qu'elle chantait de la country au départ. Maintenant, elle fait de la pop. Alors maintenant, ça marche. Maintenant, elle est bien implantée. Mais je peux vous dire que ses derniers concerts à Paris n'étaient pas pleins, qu'on avait mis des bâches dans... Non, ça marche pas bien du tout, je vous jure. Renseignez-vous mieux que vous, chère Julie. Ça marche pas si bien que ça pour elle ces dernières années à Taylor Swift. C'est une star mondiale, américaine, évidemment. Quand on est star aux États-Unis, on est star partout dans le monde. Mais chez nous, en France, elle a eu beaucoup plus de mal à s'imposer ces dernières années parce que la country, c'est pas forcément... mais même la country, ça marche un peu mieux chez nous. Vous voulez dire qu'on préfère Michel Sardou, Laurent ? Je ne sais pas, mais en tout cas, écoutez, ce qui est étonnant, c'est qu'elle succède quand même. C'est important, cette une du magazine, parce qu'elle succède au président ukrainien quand même. C'était lui la personnalité de l'année dernière. Après, elle est la seule chanteuse au monde à avoir vendu 4 fois plus d'1 million d'albums. C'est énorme. Et en plus, voilà, comme vous le disiez, Julie, elle parle aux femmes et aux femmes qui se sentent oubliées, délaissées, etc. Donc il y a un message derrière ça. Donc voilà. De toute façon, là, jusqu'à la fin du mois de décembre, on va danser. On va avoir le droit à toutes les personnalités de l'année dans tous les domaines. D'ailleurs, Monsieur Macron lui-même a été désigné aujourd'hui. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le président de la République. Homme politique de l'année par le Financial Times. Regardez, voilà, Emmanuel Macron, politicien de l'année, c'est vu de l'étranger. Et puis alors, j'ai même la Bretonne de l'année. Ça va faire plaisir aux Bretons qui nous regardent. C'est un titre décerné chaque année par le journal Le Télégramme. Et c'est une... Non, la Bretonne de l'année, c'est pas ce monsieur. Je ne sais pas d'où il sort. Mais... alors là, il y a une erreur. Elle est là. Voilà, elle est là. Mona Ozouf, Bretonne de l'année, philosophe, historienne, dame âgée aujourd'hui, surprise d'ailleurs, dit-elle elle-même, d'avoir été désignée Bretonne de l'année, mais importante pour les femmes, elle aussi. Oui, très, très importante, effectivement, pour les femmes. Elle a marqué l'histoire des femmes et elle a une parole qui porte encore énormément. C'est ça qui compte. Voyez, on est passé de Taylor Swift à la Bretonne de l'année. C'est plutôt pas mal. C'est le talent de Laurent. Un dernier visage, un dessinateur, c'est lui d'ailleurs, je crois, qui est apparu prématurément. Je dis je crois parce qu'en fait, moi, je connais son nom sous son nom de dessinateur. Et le dessinateur en question, c'est Blotch. Mais oui, il sort un nouvel album de Lucky Luke, il s'appelle Les Indomptés. Voilà, et c'est vrai que son vrai nom, c'est Christian Inker. Voilà pourquoi je me demandais qui il était, mais son nom de dessinateur, c'est Blotch. Et c'est lui qui, pour fêter les 100 ans du créateur, de la naissance du créateur de Lucky Luke, Maurice, sort un nouvel album. Alors, bon, je vous le conseille si vous aimez Lucky Luke, évidemment. Mais quand même, je suis un peu déçu. On a beaucoup dit de choses sur le nouveau Gaston Lagaffe parce que Franquin avait dit « j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui reprenne mon Gaston un jour ». Et le dessinateur Delaf, qui est québécois, a très très bien fait. C'est un très bon album, le nouveau Gaston Lagaffe. Là, je suis un peu plus sceptique parce que le dessin... Pardon, hein. Il ressemble pas. Ça ressemble pas à Lucky Luke. Déjà. Alors, c'est-à-dire que c'est le Lucky Luke tel que Maurice le dessinait au tout début de Lucky Luke. Et évidemment, il a évolué avec les années. Et on reconnaît à peine Lucky Luke. Oui, et puis en plus, je vais vous dire, Laurent, moi j'ai un vrai problème avec les œuvres qui continuent après la mort de leur... Oui, mais quand c'est réussi, pourquoi pas Moi, je trouve que là, c'est une opération commerciale. Alors, il maquille ça très bien en disant c'est un hommage, parce que c'est pas le premier. Oui. Jules, par exemple, a fait déjà un album... Oui, mais Jules, c'était plutôt réussi. C'était réussi. Oui, mais en fait...
on cache quand même, moi je trouve que, d'ailleurs le créateur de Tintin, Hergé, avait interdit que Tintin puisse continuer après sa mort. Astérix, ça continue et ça marche très mais bien. pareil, j'aime pas. Moi je trouve que après la mort des créateurs, l'œuvre doit s'arrêter, rester figée. De toute façon, autant vous le dire, je vais vous offrir l'album, hein, parce que si vous aimez Lucky Luke, ça vaut quand même le coup de l'avoir dans votre bibliothèque. Mais il y a une autre déception, c'est qu'il n'y a pas les Dalton et il n'y a pas Rantanplan. Et moi, un Lucky Luke sans les Dalton et sans Rantanplan, je vous l'offre, Valérie Trierweiler. Il est considéré comme un des meilleurs dessinateurs de sa génération. C'est sûrement un très bon dessinateur, mais là, il s'est attaqué à Lucky Luke et peut-être qu'il n'aurait pas dû. Voilà, on se passe maintenant à toute autre chose, mais ce sera après la pub, puisqu'on va s'absenter pendant moins de 5 minutes. C'est promis, on revient très vite sur BFM TV.